Alors salut à tous mes followers, moi c'est Chris Genacht. Bonjour à tous et bienvenue dans une journée avec Chris Genacht et j'ai pas choisi n'importe laquelle, j'ai choisi celle avec le gros UFC 267 et étant donné que c'est aux heures européennes, eh ben je le commente ce soir. Donc ça permettra de voir et la préparation, les bureaux d'Eleven Sports et au final comment ça se passe un peu quand on commente pour la chaîne. Donc première chose qui est très importante pour moi dans ce genre de journée, c'est d'être très bien habillé. Non, blague à part. La première chose, évidemment, c'est comme pour tout projet, la préparation, c'est super important. Donc là, je vais préparer mes notes pour savoir quoi dire ce soir. Il y a plusieurs choses qui sont importantes quand on commente et c'est un peu difficile tout seul parce que normalement, on sépare les rôles en deux. Normalement, il y a le gars qui est un peu plus sur les analyses, éventuellement les statistiques et les historiques des combattants. Et puis, on a un gars qui est là, il ne doit pas spécialement bien connaître le sport, il doit juste éclater, exciter le public, gueuler quand il y a des actions, etc., etc. Donc là, il faut combiner les deux. Et moi, j'aime bien rajouter un troisième élément, l'humour, mais ça, je ne le prépare pas. Je préfère être sur le moment même. Bref, pour bien préparer mes notes, j'ai besoin d'être bien concentré. Donc en général, il y a trois choses importantes le matin pour moi. Le sport, que j'ai pas fait, parce que je préférais m'occuper de mon petit bout qui est là-bas. Et les deux autres choses, j'ai déjà fait. Donc la douche froide pour être bien concentré. Et maintenant, je vais me faire un café avant d'attaquer les notes. Comme ça, je suis focus, je prends des bonnes notes, je retiens tout pour ce soir. Et après, je suis à l'aise, je suis fluide pour commenter. Ok, donc là, on en arrive à la préparation. C'est-à-dire prendre des notes et essayer de retenir un maximum des notes que je prends. Comme ça, je ne dois pas lire pendant les walkouts. Parce qu'au final, c'est ça le plus compliqué. Pendant les combats, il suffit de dire ce qu'on observe. Et idéalement, si on a retenu quelques stats, les palmarès, etc., ben c'est évidemment beaucoup plus facile. Donc là, je prends des notes principalement pour savoir quoi dire pendant les walkouts. UFC 267, ça veut dire 6 combats que avec des noms connus, donc ça simplifie la tâche, mais cela n'empêche que je prends quand même un maximum de notes au cas où, parce que ça arrive toujours, enfin pas toujours, mais ça arrive de temps en temps qu'on doit couper les ongles d'un athlète qui va rentrer dans la cage et du coup son walkout s'éternise et il faut tout le temps pouvoir combler. Alors faire des analyses avant le combat c'est bien, mais de temps en temps les spectateurs préfèrent avoir juste des statistiques, des infos sur le combattant avant d'avoir quoi que ce soit de plus technique on va dire. Donc moi je me base sur 3 sites pour faire mes notes, Tapology, Sherdog et UFC tout simplement. Pourquoi je prends Tapology et Sherdog? Parce que Tapology me permet, surtout quand il y a des combattants moins connus, de plus facilement voir qui ils ont affronté avant d'arriver à l'UFC avec les palmarès déjà affichés, etc., etc. Alors que Sherdog, il faut cliquer sur chacun des combattants pour avoir le palmarès, c'est moins bien organisé à ce niveau-là. Par contre, Sherdog, c'est beaucoup plus facile de voir combien il y a de victoires par KO, combien de victoires par soumission. Donc, l'un comme l'autre a ses avantages et ses défauts. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille chez Sherdog ou chez Tapology, il y a beaucoup de pistes d'amélioration et je ne comprends pas pourquoi c'est pas encore fait, vraiment. Bref, et je prends aussi UFC, tout simplement parce qu'ils donnent des stats et de temps en temps, les stats sont bonnes à donner. Donc voilà, j'ai montré à quoi ressemblent mes notes. Et après, je pense qu'on va se retrouver dans les bureaux d'Eleven parce qu'il n'y aura plus grand-chose à raconter de la préparation. Et donc voici à quoi ressemblent mes notes. C'est un peu ennuyant les petites lignes qui bougent sur le record. Désolé pour ça. Mais voilà, ça c'est mon template. Donc j'ai simplement la division, les noms des combattants avec leur ranking. Du coup, je mets le classement de la division en question sur la droite. J'ai les palmarès récents des deux combattants. Le poids, leur Sherdog. Ici, par exemple, Anne Kalaev, sur Sherdog, il est à 14-1. Sur UFC Tapology à 15-1. Donc, je mets les deux. Ouais, j'improviserai. Le nombre de victoires par KO, s'il y a quelque chose de particulier. Donc, 6 victoires de suite d'un côté. De l'autre côté, on a 7 victoires sous une minute. C'est des stats que j'aime bien noter. Ancien challenger au titre. 2 victoires à l'UFC par high kick et 1 sur front kick à la tête pour Anne Kalaev. Donc ça, j'aime bien évidemment notifier. Défense en pied-point, très intéressante du côté d'Anne Kalaev versus le volume de Volkan. Donc là, c'est quand je pars un peu sur les discussions sur les stratégies. Ça me donne des stats intéressantes à mettre. Et normalement, avec ça, je sais combler sans problème les 2 walkouts. Qu'est-ce que tu nous cuisines de bon? La sauce. Oh, super. La prochaine fois que je cuisinerai pour toi, je te ferai du plafond.
Ok, 18h17, l'heure de partir pour moi vers les bureaux d'Eleven Sports. Il faut que j'arrive une bonne heure à l'avance pour faire les tests audio et tout ce qui s'ensuit. Ça m'ennuie un peu parce que là, il y a justement Benoît Saint-Denis qui combat, donc je vais devoir regarder ça en décalé. Donc j'en ai pour 40 minutes de route là vers les bureaux d'Eleven Sports qui sont à Bruxelles. Et je vous retrouve, enfin non, je tutoie dans ces vidéos, donc je te retrouve sur place. À tout de suite. Eh ben, me voilà arrivé dans le parking d'Eleven Sports, qui partage en fait les bureaux avec la RTBF, pour ceux qui connaissent, pour les Belges en fait, les Belges une fois. Et donc je prends l'ascenseur pour aller à Eleven Sports. Oh c'est beau, regarde ça. Dans l'ascenseur, enfin, je parle comme si vous étiez mes bébés, enfin, comme si tu étais mon bébé. Non mais regarde ça, waouh. Oh bah ça m'a coupé dans l'ascenseur, il n'y avait pas de réseau. Et voilà les bureaux d'Eleven Sports. Et je crois que ils ont fait des petites décos d'Halloween. Ici il y a un cadavre. Ça a un patoche. Très attrayant tout ça. Ouh, de l'araignée. Voilà, comme vous voyez, comme tu vois. Très sympa les bureaux d'Eleven Sports. On va faire un petit tour. Hein. On va faire un petit tour. Ils sont bien décorés. Alors ici c'est la partie MMA, en face des toilettes. Hop, petit Khabib contre Connor. Et les toilettes. Alors maintenant que j'ai pris mon petit café du soir, il n'y a plus qu'à présenter le booth dans lequel on commente. Donc on est un peu enfermé, bien isolé. Le booth 4.2, c'est le mien pour ce soir. Ils sont tous identiques de toute façon. Donc petite présentation. Voilà, on est quand même bien isolé. On a nos deux écrans. Là il y a les prelims qui sont en cours. Ça va être Ramos contre Tukugov. Donc je suis une petite heure à l'avance comme prévu. Ici on a toutes les commandes. Et voilà, rien de bien grand, mais amplement suffisant pour commenter correctement. Bonsoir à tous et bienvenue sur Eleven Sports 3 pour cet UFC, l'UFC 267. Et en 4 ans de métier, je pense que c'est la toute première fois que je commente une si belle carte du début à la fin. Que des gros combats. Il n'y a qu'un combattant sur les 12 qui n'est pas ranké dans le top 15. Et il s'agit de Khamzat Chimaev qui fait un buzz incroyable. On a 6 combats qui sont aussi impressionnants les uns que les autres sur papier et qui vont à 100% délivrer du gros niveau. On est donc parti pour une excellente nuit avec deux... Parfait, merci. Voilà, donc là on vient de faire les tests son, ce qui me permet à moi de savoir à quelle... j'espère que j'arrive bien à filmer. À quelle intensité je mets le son du surplace pour pas que ça empiètre avec ma propre voix. Et j'ai aussi réglé le son de ma propre voix pour pas que ça me fasse mal aux oreilles. Et puis ici auprès d'Eleven Sports, ils doivent tester si les n'explosent pas les tympans et voilà, de réguler un peu ma voix parce que je gueule quand même pas mal. Donc les petits tests maintenant sont faits. J'ai plus qu'un appel de la Pologne qui doit arriver. Comme vous voyez ici, il y a Poland qui doit m'appeler. C'est pour parler du game plan de Jan Blachowicz. Non, c'est parce que c'est eux qui gèrent les pubs, etc. Et donc ils vont m'expliquer à quel moment ils mettent les pubs pour que je continue pas à parler pendant qu'il y en ait une. Quoique je devrais tester, hein, je devrais tester pendant une pub et alors parler, je sais pas, de ma chaîne YouTube ou de mes livres ou surprise. En tout cas, yes, hi, yeah, that's me, Chris. Okay, perfect, I'm ready. Thank you so much. Bye bye. Et donc, ouais, comme je le disais, là, justement, la Pologne m'a interrompu. Donc, en gros, ils expliquent qu'ils commencent à mettre ma voix au moment des walkouts, puis ils laissent ma voix pendant tout le combat.
jusqu'à une dizaine de secondes après l'interview du vainqueur, s'il y en a une. Et puis à ce moment-là, il coupe jusqu'au prochain walkout. Donc moi, je peux aussi faire mes petites pauses. Et en parlant de ça, je vais aller me refaire un tout dernier café pour être bien alerte, parce qu'au final, je sens que je suis un peu fatigué. Il y a 6 combats à commenter. C'est plus que d'habitude, enfin plus qu'en général, on va dire. En général, c'est 5. Et donc, comme je le disais, honnêtement, ça fait 5 ans que je taffe pour Eleven Sports. Je commente que les cartes, enfin Eleven Sports ne met pas les commentaires français et néerlandais pour les cartes de nuit, sauf si c'est McGregor et Khabib. Mais en général, quand il y a Khabib ou McGregor, ils nous mettent un beau main event et puis le reste de la carte est de temps en temps pas ouf de chez ouf. Ici, tous les combats sont juste incroyables, donc j'ai trop hâte. En même temps, tu vas voir cette vidéo quand l'événement sera déjà fini. Mais comme ça, voilà, tu sais tout. Maintenant, tout est prêt. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et on sera parti. Bonsoir à tous et bienvenue sur Eleven Sports 3. Vous êtes avec Chris Gunacht pour l'UFC 267. Alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai un énorme sourire aux lèvres. C'est littéralement, en 4 ans de métier, le plus bel événement que j'ai l'honneur de commenter. On a 6 combats. On a 12 athlètes, dont 11 font partie du top 15 de l'UFC dans leurs catégories respectives. Et le seul qui n'est pas dans le top 15, c'est Khamzat Chimaev, qui a un énorme buzz derrière lui. On a donc 6 combats juste incroyables qui vont délivrer du gros niveau. Et on commence chez les light heavyweight en moins de 93 kilos. C'est aussi le main event. Le main event sera chez les moins de 93 kilos pour la ceinture entre Jan Blachowicz et Glover Teixeira. Avant ça, le titre intérim des bantamweight entre Piotr Yan et Cory Sandhagen, probablement les 2 meilleurs athlètes de la meilleure division du moment. Enfin soit, je reviens là où on est maintenant. Volkan Ozdemir qui fait son entrée, classé numéro 8 dans la division des moins de 93 kilos. Le Suisse mesure 1m85 et il affiche un beau palmarès de 17 victoires pour 5 défaites. À l'UFC, 5 victoires, 4 défaites. Il est arrivé à 12-1. Donc, quand il a signé, sur ces 17 victoires, on comptabilise 12 KO, une soumission. Sur les 13 finalisations, il y en a 12 au premier round et 7 en dessous d'1 minute. On va donc être attentif dès le début du combat. Ces défaites, au final, il faut en parler. Contre Daniel Cormier, ancien double champion de l'UFC. Contre Anthony Smith, ancien challenger au titre. Contre Dominic Reyes, ancien double challenger au titre. Et contre Jiří Procházka, prochain challenger au titre. Et il est lui-même un ancien challenger du titre. Donc il a toujours été dans le top niveau de cette division. D'ailleurs, ses débuts à l'UFC, c'était contre Ovins Saint-Preux. C'est pour montrer le respect qu'on lui donnait quand il a signé. Et ce soir, il affronte celui que personne ne veut affronter dans la division. Magomed Ankalaev, numéro 7 de cette division. Il est assez grand, 1m95. Il aura donc une bonne différence de taille contre son adversaire du soir. Il nous vient de Russie. Son Sherdog affiche 14 victoires, 1 défaite. Le site de l'UFC Etapology affiche 15 victoires, 1 défaite. Ça ne change pas grand-chose. C'est tout aussi impressionnant. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. À l'UFC, il marque un palmarès de 6 victoires pour 1 défaite. Sa défaite, c'était son tout premier combat à l'UFC. Il surdominait les 2 premiers rounds. Il surdominait le 3e round. Et à 10 secondes de la fin, Paul Craig, son adversaire, sécurise un triangle et il le fait taper à 1 seconde de la fin du combat qu'il allait gagner. Bref, maintenant, il est sur 6 victoires d'affilée. Une 7e victoire d'affilée et il se rapprochera dangereusement du title shot, d'autant plus qu'on voit à l'écran, c'est la série actuelle la plus longue de victoires dans la division, encore plus longue que le champion, encore plus longue que le challenger. Et il a combattu contre des assez gros noms de la division, notamment Yon Cutelaba, Nikita Krylov dernièrement. Et maintenant, s'il bat l'ancien challenger au titre Volkan Ozdemir, ce serait un très gros statement. Sur ses 14 ou 15 victoires, 8 par KO. 2 victoires à l'UFC suite à un high kick et 1 sur un front kick à la tête. On va faire gaffe à ça. 29 ans pour le Russe, 32 ans pour le Suisse. Comme je le disais, il y a 3 cm d'avantage en termes de taille pour le Russe. Ils ont tous les deux été pesés à 93,2 kg hier. Et on se retrouve dans la cage, non pas avec Bruce Buffer pour l'annonce, mais pour la toute première fois sur un pay-per-view avec Martinez. Sandhagen
14 victoires, 3 défaites dans sa carrière, 6 victoires par KO, 3 victoires par soumission, 7 victoires, 2 défaites à l'UFC. C'est jamais fait finaliser par KO. Il a 6 victoires au premier round. Il a des victoires rapides comme on le voit ici avec son genou sauté contre Frankie Edgar. C'était ultra impressionnant en 28 secondes. Il a un volume de jeu extrêmement élevé. Il est bon partout. Excellent grappleur, vraiment peu orthodoxe, bon en pression, des très bons déplacements défensifs. Il sait jouer de son allonge. Il est très fort à mi-distance aussi. Ses body shots sont incroyables. Ses genoux sautés sont incroyables. Il a une victoire par spinning wheel kick contre Marlon Moraes, un kicker. Que dire de plus? Et son combat contre TJ Dillashaw était juste incroyable. Il a le cardio pour tenir les 5 rounds à haute intensité. Il a le mental pour être mis en difficulté et revenir dans son combat. Il a déjà été mis knockdown et revenu avec une victoire. À son 10e combat professionnel, il rencontre John Lineker. Il s'impose. Vraiment une carrière juste extraordinaire. Un combattant qui est encore en plein développement, en pleine progression. Entre chaque combat, on voit une évolution. Et il rencontre Petr Yan, un des combattants les plus dangereux, les plus effrayants qu'on ait actuellement à l'UFC. Et même historiquement qu'on ait eu dans le sport, tout simplement. Petr Yan, ancien champion qui a perdu sa ceinture en dominant Aljamain Sterling, on connaît l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Et combattant à pression, clairement, combattant à pression, qui sait très très bien gérer la distance. En général, il est légèrement plus petit que ses adversaires et il arrive à se mettre pile à distance où son adversaire ne sait pas le toucher. Et il a une vraie capacité à casser la distance, notamment grâce à des très bons shifts, un peu comme Golovkin en boxe anglaise. Et il a de très bonnes réactivités en contre quand son adversaire engage pour casser lui-même la distance. Il a un jeu vraiment spectaculaire. Il est complet au possible. Une boxe anglaise incroyable. Des kicks très très efficaces. Un jeu au clinch des plus dangereux qu'on ait jamais vu. Une bonne lutte. Un jeu à pression au sol qui est étouffant. Je cherchais le mot. Il ne s'est jamais fait finaliser, il est durable, 15 victoires, 2 défaites. Et les 2 défaites, c'est une split decision. Et il a pris la revanche contre celui qui l'avait battu. C'était à l'ACA avant sa carrière à l'UFC. Et sa deuxième défaite, on vient d'en parler, c'est une disqualification d'un combat qu'il était en train de dominer. 7 victoires par KO dans sa carrière, 1 par soumission. 7 victoires et sa disqualification à l'UFC. Vraiment, il a rarement été mis en difficulté. Il a battu des gros combattants. On pense notamment à José Aldo. C'est celui qui a le plus de knockdowns dans la division des bantamweight dans l'histoire de l'UFC avec 9. Ses takedowns sont parmi les plus précis de l'UFC, le deuxième dans l'histoire des bantamweight avec 66,7%. 2 takedowns sur 3 réussis, ça doit faire partie de sa stratégie ce soir, même si à mon avis il sera confiant aussi en pied-point contre Cory Sandhagen, mais peu importe où a lieu ce combat, ça va être extraordinaire. Les 2 switches aussi, ils passent de droitier à gaucher, de gaucher à droitier. Sandhagen plutôt dans les combinaisons, Petr Yan plutôt dans le peu de moments inactifs qu'il y a dans un combat. Il va changer la dynamique en passant d'une garde à l'autre. Ça va être incroyable. Et l'intensité que les 2 apportent dans cette cage aussi. L'intensité va être juste malade et on le sent déjà maintenant. Les 2 sont prêts, les 2 sont bien préparés, les 2 sont ultra compétents, les 2 sont bons partout. Et les 2 nous offrent chaque fois des très beaux combats. 28 ans pour le Russe, 29 ans pour l'Américain, 1m80 pour Sandhagen, 1m70. Il y a 10 cm de différence. On va voir comment il va jouer avec cet avantage de taille et d'allonge. On se retrouve dans la cage avec Joe Martinez. Putain, j'en perds mes mots. Extrêmement. Bref, ça fait partie de l'intensité de ce genre de combat. J'ai coupé la vidéo pour être sûr que ça enregistre parce que je crois pas que j'ai beaucoup de mémoire encore restante sur mon GSM. À tout de suite. Et c'est parti, un gros combat face à nous. Cory Sandhagen dans le coin bleu avec le short gris, modéré underdog. Et quel physique affûté pour Petr Yan dans le coin rouge avec le short rouge.
légèrement favori ou favori modéré plutôt dans ce combat. Et c'est parti, Piotr Jan qui prend directement le centre de la cage. Piotr Jan justement qui est plutôt réputé pour chercher à comprendre le rythme et la distance de son adversaire en début de combat, alors que Sandhagen est plus réputé pour s'installer directement dedans. Et ici on a un Piotr Jan qui vient prêt à mettre la pression directement sur Cory Sandhagen. Un low kick pour Piotr Jan et un jab qui a touché pour Sandhagen. Pour l'instant sur l'extérieur, on joue avec les mains, low kick pour Sandhagen. Le jeu de feinte commence de part et d'autre, la pression par Piotr Jan sans surprise. Sandhagen qui se déplace très bien pour ne pas se faire suffoquer par la pression de son adversaire. Les Russes sont en grande forme ce soir, très très grande forme ce soir. Ça peut jouer sur le mental aussi, c'est des petits détails, mais Sandhagen qui reste bien dans ce combat, en tout cas dans ce premier round sur le centre de la cage. Là, il ne se laisse pas succomber cette pression et il est actif. Il a ses touches, c'est le kick qui touche bien. Il a aussi une fois attaqué le corps de Piotr Jan. Toujours cette guerre des mains là, beau contrôle de poignet par Sandhagen avec une première feinte de takedown pour Piotr Jan. Ce low kick encore une fois par Sandhagen. Belle activité dans ce début de combat et toujours cette grosse pression du côté du Russe. Bonne gestion de la distance là de Piotr Jan qui désengage très très bien sur les low kicks de Sandhagen. Piotr Jan qui essaye de casser progressivement cette distance pour pouvoir toucher Sandhagen qui a, on le voit, un bon avantage de taille et d'allonge. Low kick pour Piotr Jan. Et on commence à combiner en anglaise du côté de Sandhagen. Il y a un petit high poke, mais on ne veut pas la pause. Et notamment dans cette combinaison en anglaise, on notera un beau body shot par Sandhagen, ici qui bloque le middle kick de Piotr Jan. Et de nouveau ce body shot. Et alors ça c'est ce que j'aime beaucoup chez Piotr Jan, il s'adapte très très bien en combat. Body shot, il l'a bloqué avec son bras droit, il a attaqué, il a contré avec ce même bras, en sachant que l'ouverture était créée puisque c'était le bras miroir, donc le bras gauche de Sandhagen qui avait attaqué son corps. Il avait fait 2-3 fois contre José Aldo. Ça fonctionne très bien. Combinaison en switch. Un beau crochet pour deux beaux crochets pour Cory Sandhagen. J'ai oublié de notifier, il y a tellement de choses à notifier sur ces deux combattants. C'est Sandhagen qui vient chercher la lutte ici. J'étais en train de dire, le menton de Piotr Jan, il est très très résistant, très durable, très difficile de le sonner. Et donc je reviens à ce qui se passe là. Il y a Sandhagen qui a cassé lui-même la distance pour engager en lutte. Mais effectivement, il a vraiment un très 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 bon grappling. Ça permet aussi de changer un peu la dynamique, peut-être feinter, les amener au sol pour repartir sur des genoux sautés par exemple, pour créer une collision. Sandhagen qui est bien installé dans ce combat. Je vais dire les deux sont bien installés dans ce combat, vraiment. Mais je m'attendais à ce que Sandhagen subisse peut-être un peu plus la pression de Piotr Jan. Et ce n'est pas le cas. Tout le crédit revient à Sandhagen ici. Et par contre, j'ai aussi souligné un beau low kick là, de Piotr Jan. Je pense qu'il devrait capitaliser là-dessus pendant ce combat pour un peu combler cette différence de taille. Ça fonctionne très très bien, les low kicks contre les grands. Attention au genou sauté, je le sens venir là du côté de Sandhagen qui pour l'instant met la pression et essaye de maintenir vraiment ce combat à la distance de son jab. C'est intelligent. De temps en temps, il casse un peu ses distances. Et voilà, premier genou, c'était pas sauté, mais ça monte jusqu'à la tête de Piotr Jan qui est moins actif clairement que Sandhagen. Après, le volume de jeu déployé par Sandhagen dans tous ses combats est toujours supérieur à celui de ses adversaires. Même face à TJ Dillashaw, c'était le cas. Ici, un beau petit direct plongeant suivi d'un changement d'angle. Et Piotr Jan qui se rend compte qu'il va devoir mettre la pression pour essayer de casser cette distance. Et les low kicks, par contre, c'est un beau check. Uppercut, cross par Sandhagen. L'action ne s'arrête pas. Et de nouveau, un shoot par Sandhagen. On cherche la single leg, mais le takedown defense incroyable de Piotr Jan qui envoie un beau coup de coude au clinch. Comme je le disais, son clinch est meurtrier. C'est vraiment l'endroit où je n'aurais pas envie de me situer si j'étais à la place de Sandhagen. C'est vraiment la distance que je ne chercherais pas. Et là, le low kick, je pense, de Piotr Jan a fait mal à
à Sandhagen qui envoie un coup de genou sauté. Je n'ai pas pris une seconde de pause en commentant ce premier round qui est Yann. Donc on va voir s'il capitalise encore sur ses low kicks. S'il continue à essayer de mettre peut-être un peu plus de pression progressivement. Et Sandhagen était plutôt bien dans ce premier round. Pas de grandes adaptations à faire de son côté. Peut-être minimiser ses tentatives d'amener au sol. On l'a vu sur le clinch. Il se met en danger. Et on est reparti dans ce deuxième round. Petr Yan de nouveau prend le centre, essaye de mettre la pression, mais les mouvements latéraux de Sandhagen lui permettent de ne pas trop succomber, suffoquer dans ce combat. Et par contre, les low kicks de Petr Yan font vraiment mouche. Et j'ai l'impression que sur 5 rounds, c'est vraiment une très très bonne idée pour Petr Yan de capitaliser là-dessus à mort. Et au final, Sandhagen en envoie aussi. Et les angles de Sandhagen sont juste incroyables. Les angles défensifs. Petr Yan est rentré là sur un jab direct complètement dans le vent. J'aime bien comment Sandhagen arrive à casser cette distance sans trop de risques. Il surengage jamais. Il cherche pas souvent les frappes lourdes. Il cherche juste à toucher au début. Et quand il trouve l'ouverture, c'est là où il va envoyer la frappe lourde, généralement au bon moment, comme on le voit ici. Il cherche la touche et voilà, la frappe lourde au corps. Et puis il désengage sur un bon angle, dans une position assez safe. Il change la dynamique et un beau middle kick là pour Petr Yan en garde ouverte. Et c'est ça que je parle, vraiment les esquives là de Sandhagen. Il est bien dans ce combat, mais il doit rester bien dans ce combat parce que Petr Yan, comme je le dis, il reste confiant en permanence en sa capacité de finaliser son adversaire, peu importe où on en est dans le combat. Ça peut être maintenant, ça peut être dans le 5e round, ce qui signifie que Petr Yan est capable de rester dangereux jusqu'à la toute dernière seconde. Et ici, on voit le volume de jeu de Sandhagen est largement supérieur à celui de Petr Yan. Ouh, et un premier high kick qui est envoyé par Sandhagen, bien défendu par Yan qui met la pression maintenant. Ouh, belle uppercut ici par Sandhagen. Et voilà, ce low kick. Maintenant, c'était un calf kick. Bien joué de Petr Yan. Ouh, crochet suivi d'un cross avec le step pour casser la distance. Ça échange. Les deux commencent à être efficaces dans leurs attaques. Et défensivement, malgré tout, c'est pas que du côté offensif qu'on voit des belles choses. Du côté défensif également. 2 minutes 30 restantes dans ce deuxième round. J'ai l'impression que je suis plus fatigué que d'eux, tellement ils sont bien préparés. Et moi, peut-être moins. J'ai mon verre d'eau qui commence à se vider à une vitesse assez incroyable. Petr sur la pression. Cory Sandhagen qui switch continue constamment, de gaucher à droitier, pas laisser s'installer Petr Yan dans la moindre dynamique dans ce combat. Des feintes, des frappes lourdes, des feintes légères, rapides, précises. On varie vraiment cette cadence de combat du côté de l'Américain. Et Petr Yan peut-être encore fort dans la lecture dans ce combat. Et beau direct ici en ligne par le Russe, l'ancien champion. Ouf! Et on combine du côté américain. Et comme je le disais, la durabilité de Petr Yan, il est, je ne sais pas comment dire en français, unfazed. Il ne bouge pas, il est stoïque. Back fist suivi par un crochet. Petr Yan, ça fait crier le public, mais c'était bien défendu dans la garde de Sandhagen. Ça reste vraiment très impressionnant. Comme quoi, il faut rester... Waouh! Uppercut par Sandhagen, c'est répondu avec une combinaison de 3 coups par Petr Yan. Comme je le disais, la compétence de ces deux athlètes, on est au niveau élite du niveau élite. Quelle activité, ça touche dans tous les sens, en anglaise, avec des kicks. Regardez les feintes ici de Sandhagen, ça fait réagir Petr Yan. Et de nouveau, takedown tenté par Sandhagen, belle défense par Petr Yan. Ici on a un headlock. Belle défense, et là on est au clinch. À mon avis, ça va être à l'avantage de Petr Yan. Genou envoyé au clinch, coude à la sortie, et pression directement par Sandhagen. 45 secondes restantes dans un combat ultra actif. Genou sauté. On essaie de marquer les esprits du côté américain dans un round qui est un peu plus compétitif que le premier. Et un direct suivi d'un changement d'angle pour l'américain. Grosse pression de Petr Yan. Je pense qu'il commence à s'installer, à comprendre la cadence, la distance, la vitesse de son adversaire.
au moment où je dis ça, magnifique esquive au pluriel par Sandhagen qui mène légèrement de 6 frappes. 27 frappes à 33 dans ce deuxième round à l'avantage de l'Américain qui continue avec un haut volume de jeu. Et beau low kick ici par Sandhagen. Au final, ça peut aussi jouer pour Sandhagen. Hein. C'est low kick. Vraiment, l'activité de Sandhagen, il faut voir s'il sait la maintenir avec autant d'efficacité et de concentration jusqu'à la fin du 5e round. Et on voit un Petr Yan qui est un peu conservateur, on va dire, dans son style et qui pourrait probablement être plus énergétique dans le 4e et 5e round et potentiellement dans ce 3e round. On va suivre ça de près. Oh, un beau cross en contre sur le low kick de Petr Yan, suivi d'un front kick. C'est vrai qu'il n'en a pas envoyé beaucoup des front kicks et c'est une arme très très intéressante quand on est plus grand que son adversaire. Surtout au niveau du corps, il attaque bien le corps, Sandhagen, depuis le début du combat. Donc quand je parlais de cardio, attaquer le corps, hein, ça peut effectivement avoir de l'impact. Hein. Sur 5 rounds, on peut vraiment capitaliser sur beaucoup de choses. Les low kicks pour casser la stabilité de l'adversaire, fatiguer la jambe avant ou même la jambe arrière au final pour enlever de la puissance, enlever de la réactivité dans les déplacements. On peut attaquer le corps pour vraiment annihiler et casser le cardio, le système cardiovasculaire de son adversaire et évidemment la tête pour plutôt chercher les gros dégâts. En tout cas, pour l'instant, Sandhagen ne ralentit pas son volume de jeu. Et quand je parle de volume de jeu, c'est à tout niveau. Hein. Regardez son activité visuelle. Beaucoup de feintes, beaucoup de feintes. Ça garde Petr Yan sur la réflexion. Et quand tu réfléchis défensivement, tu n'as pas d'idée offensivement. C'est très, très intelligent de la part de Sandhagen. Surtout s'il commence à sentir qu'il fatigue. Garder son adversaire le plus inactif possible. Quand nous-mêmes, on est inactif, c'est toujours intéressant. Ouf, quelle vitesse de frappe dans l'anglaise de Petr Yan avec ce crochet au corps qui suivait un jab à la tête. C'était très très propre. Hein. Petr Yan qui commence à savoir bien mettre la pression ici. Sandhagen qui est forcé de faire des changements de direction assez drastiques pour essayer d'avoir de l'air et de l'espace derrière lui. Toujours efficace. Hein. Variété, et aussi la variété de jeu. Hein. On part en anglaise. On utilise des kicks, des genoux, on change la dynamique de gaucher à droitier, on shoot sur des takedowns, on attaque les jambes, le corps, la tête, on utilise des feintes, on utilise des single attack, on utilise des combos, on travaille sur des angles, on travaille en ligne, il y a littéralement de tout. On travaille en contre ici même, on engage en contre, il y a de tout. Ces deux athlètes sont simplement incroyables, je crois que je vais le répéter 17 fois pendant ce combat, mais on mérite d'insister là-dessus, vraiment. Et maintenant, c'est Petr Yan qui commence à ouvrir son jeu, à prendre un peu plus de risques. Ça peut jouer en sa faveur, mais ça peut aussi l'ouvrir à des sacrés contres du côté de Sandhagen. On vient de dépasser la moitié de ce combat. Pour rappel, la ceinture intérim Bantamweight est en jeu. Celui qui gagne ici aura normalement son rematch contre le champion en titre Aljamain Sterling. On a Rob Font qui affronte José Aldo prochainement. On a TJ Dillashaw qui revient en début 2022. Quelle division! Ce haut de classement est juste spectaculaire. Peu importe qui on met contre qui, ça va être incroyable. Ou ça a déjà été incroyable. José Aldo contre Petr Yan, ça a été incroyable. Aljamain Sterling contre Petr Yan, ça a été incroyable. TJ Dillashaw contre Cory Sandhagen, ça a été incroyable. Sandhagen contre Yan, c'est incroyable. Sandhagen contre Aljamain Sterling, c'était court, mais incroyable. On revient à nos moutons ici dans ce combat. Quelle vitesse! Les deux sont vraiment rapides, mais alors la précision et la finesse de déplacement de Sandhagen est juste... c'est quasi du jamais vu hein, dans une cage de MMA. Et du coup, dans aucune cage au final. Ouh, magnifique feinte par Petr Yan qui fait mouche 2 fois sur son anglaise. Mais... ouh, de nouveau ce spinning back fist suivi du crochet. Le crochet touche le haut de la tête de Sandhagen qui est complètement sonné. On est au sol et la pression de Petr Yan. Hein. Petr Yan a vraiment un top control qui est juste incroyable en grande pound, super dangereux. Mais rappelons aussi que Sandhagen a déjà pris dans sa carrière un knockdown et s'en est suivi une soumission à son avantage. Et ici on est dans un scramble, attention au headlock. Petr Yan a aussi de très bons headlocks. On voit un Sandhagen qui est sonné. Serait-ce le tournant de ce combat?
Piotr Jan qui cherche le dos et Sandhagen dans le scramble qui vient prendre le top control. On est dans un énorme scramble, c'est très très important pour le combat, voir qui gagne ici ce scramble. J'ai l'impression que Piotr Jan va récupérer de nouveau le dos, mais quel scramble incroyable, comme je le disais. Ce qui se passe debout est juste merveilleux, mais alors l'échange qu'on vient d'avoir ici en grappling, en scramble, était du plus haut niveau de part et d'autre, mais waouh! Quel combat! Quel combat! Évidemment, l'élément le plus marquant de ce combat pour le moment, c'est ce knockdown signé Piotr Jan sur un spinning back fist avec un crochet juste derrière qui touche le haut de la tête de Sandhagen qui va pouvoir récupérer ses esprits ici. Wouh! Je pense que du coup ça permet à Piotr Jan de prendre le 3e round. Il a un peu entubé mon pronostic, mais on va dire que j'étais pas loin et que j'avais vraiment pour le moment bien lu qu'il allait y avoir probablement un, je dis beaucoup de fois probablement, j'en perds mes mots, un momentum shift dans le 3e. Bon, Fight of the Night Contender, Fight of the Year Contender, ça c'est sûr et certain. 4e round, on est parti, on est dans les Championship Round. C'est ce qu'on appelle les rounds où on voit qui mérite d'être champion. Mais pour le moment, je dirais que les deux mériteraient une ceinture. C'est du très très haut niveau. Grosse pression par Piotr Jan qui comprend qu'à mon avis, il doit mettre la pression. Et là par contre, il se fait contrer à la pointe du menton et sa durabilité va jouer en sa faveur. Hein. Piotr Jan, clairement... Il a remarqué qu'il est capable d'encaisser les coups, mais ici on a un contre qui a failli envoyer Piotr Jan en knockdown. Et donc Piotr Jan qui bat qui améliore le record de la division avec 13 knockdowns. Il a le record historique des bantamweight et il va devenir de plus en plus difficile à atteindre puisqu'il en marque un nouveau dans ce 3e round. Et ce n'est pas fini. Oh! Jab suivi d'un cross, ça touche. On voit que Sandhagen a bien été touché par celui-ci. Et Piotr Jan qui a une très très bonne lecture du jeu. Sandhagen qui devrait peut-être reprendre un peu plus de déplacement parce que dès qu'il reste figé sur place, c'est à ce moment-là que Piotr Jan attaque et trouve sa cible. Alors que Piotr Jan avait du mal vraiment avec les changements d'angle de Sandhagen, mais évidemment ça fatigue. Hein, donc comme je le disais, Piotr Jan va probablement s'installer de plus en plus dans ce combat. Et on le voit, hein, Sandhagen qui ralentit tout doucement. Piotr Jan très très bien préparé. Et qui commence à savoir justement suffoquer avec la pression, ce qui va lui offrir de plus en plus d'ouverture. Sandhagen qui essaie de maintenir Jan à la longe de son propre jab. Combinaison par Piotr Jan avec un middle kick qui touche. Ici, il arrive en anglaise, ça touche de nouveau. Piotr Jan qui commence à prendre l'ascendant dans ce combat. Et de nouveau, la droite qui touche, la gauche qui touche. Sandhagen reste debout. On a vu un Sandhagen qui était aussi mal embarqué dans le 3e round contre TJ Dillashaw et qui était complètement revenu dans le 4e. Donc on ne va pas oublier qu'il a aussi un énorme mental, une vraie capacité à rester dans un fight et à rester dangereux dans le fight. Ici, changement de dynamique. Takedown, réussi. Ou attaque de heel hook. Oh, ce serait incroyable. Ils ont tous les deux attaqué le heel hook et on reste en grappling du côté de Sandhagen. On vient prendre le dos de Piotr Jan. Très très intéressant de la part de l'Américain. Mais par contre, comment conserver Piotr Jan au sol, c'est très très compliqué. De nouveau, on shoot, on a pris confiance en sa lutte offensive. Et là, j'ai l'impression que Piotr Jan prend une grande respiration. Cet échange en lutte l'a fatigué. Et maintenant, Piotr Jan qui essaye de casser la distance. Et il prend en coude au passage. Ouf, et son anglaise qui touche avec son shift de nouveau. Jab, cross, shift, cross. Sandhagen avec le spinning back fist qui rate. Et maintenant, la pression, ce direct au plexus. On se dispute la main mise sur le rythme du combat en ce milieu de 4e round. On veut rien lâcher. Grosse pression de nouveau par Piotr Jan. Body qui a attaqué 23 fois le corps de Sandhagen depuis le début du combat. Ici qui commence à trouver mouche encore une fois. Avec ses combinaisons en anglaise alors que Sandhagen subit de plus en plus la pression. Il a de moins en moins d'espace derrière lui. Et ce spinning qui a failli toucher. Le coup de coude aussi juste avant. Mais finalement c'est le coup de coude de Sandhagen qui touche. Les body shots, le overhand. De nouveau l'anglaise de Piotr Jan. Quel menton aussi par de Sandhagen, pardon.
Sandhagen shoot. Et on est dans un scramble. Et c'est pour l'instant Yann qui prend l'avantage de ce scramble. Bon, on a quand même un Sandhagen qui cherche à se diriger vers le dos. Ici, il crochette la jambe. Est-ce qu'il va potentiellement réussir à prendre l'ascendant? Non, pour l'instant, on a un beau contrôle de Piotr Jan. Beau retournement ici. On combine en anglaise, on reste au clinch, on essaye le coude. Les deux sont fatigués, mais les deux restent dangereux dans ce combat et restent actifs dans ce combat. Un coude pour Sandhagen qui vient chercher le clinch maintenant. Il voit que Piotr Jan est fatigué également. C'est le moment de prendre l'ascendant sur le rythme. Sandhagen, s'il veut prendre ce round, il va devoir faire quelque chose d'assez spectaculaire parce que je pense qu'il va à l'avantage de Yann. On serait potentiellement dans une situation où on est à 38-38 à l'entrée du 5e round. Oh là 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 là. De nouveau un combat. 5e et dernier round, ça va se jouer au mental, ça va se jouer au cardio. C'est parti, les deux veulent décrocher cette victoire, les deux veulent même obtenir un finish, je le sens, ça va envoyer du lourd dans ce 5e et dernier round. On peut déjà remercier ces deux athlètes pour l'incroyable spectacle qu'ils sont en train de nous offrir. Merci d'être venus s'y préparer, merci à Sandhagen d'avoir accepté le combat, merci à Piotr Jan d'être au top de son niveau. Merci à Sandhagen de rester en permanence au top de son niveau. Il a eu que 3 semaines pour préparer ce combat. Et il est toujours là. Il est toujours là. Piotr Jan met la pression. Sans surprise. Sandhagen, bien sur ses appuis, de très très bons déplacements. Ne laisse pas Jan s'installer. Et les low kicks, on les avait oubliés, ça faisait un petit temps. Et l'un comme l'autre vient d'en envoyer un. J'avais pas du tout relevé. C'est vrai que depuis le 3e round, on n'en voit plus. Alors que l'un comme l'autre attaquait très très bien les jambes. Et ça aurait pu avoir de l'impact sur l'entièreté du combat. C'est vrai que j'ai oublié de souligner ça. Mais un combattant qui se déplace aussi bien que Sandhagen, c'est très intéressant d'attaquer ses jambes. Ça va minimiser la qualité et la précision et la réactivité des déplacements. Pour créer des ouvertures, évidemment, quand il reste plus figé, plus sur place. Feinte de cross, suivi d'un middle kick pour Piotr Jan. L'idée était bonne et ça marque la frappe ciblée, c'est-à-dire le middle kick. Beaucoup de feintes par Sandhagen, ça peut laisser suggérer qu'il est un peu fatigué et comme je le disais, qu'il veut paraître visuellement actif aux yeux des juges et minimiser l'activité de son adversaire. Piotr Jan, comme je le disais, il reste en permanence confiant en ses capacités de finaliser son adversaire, peu importe où est-ce qu'on en est dans le combat. Et on voit un Sandhagen qui est potentiellement plus en train de chercher la touche, de chercher à sécuriser le round sur l'activité et sur l'efficacité, alors qu'on a un Piotr Jan qui cherche plutôt la grosse frappe marquante. Enfin, je dis ça à Sandhagen, il a quand même envoyé un genou sauté il y a de ça 1 minute. Mais il utilise quand même une grosse majorité de frappes qui vise juste à toucher, à ennuyer, à marquer des points. Changement de direction. Piotr Jan qui garde ce souhait de casser la distance, de mettre la pression pour casser la distance et pour envoyer la frappe lourde. Très belles esquives ici par Sandhagen qui reprend le centre, ça lui donne de l'espace derrière lui. Moitié du round. Potentiellement le round le moins actif, mais on voit quand même qu'il y a de l'activité de part et d'autre. Et là, tentative de takedown très très bien défendue par Sandhagen. Évidemment, quelqu'un qui marque un takedown maintenant et qui arrive à garder son adversaire au sol, ce serait énorme. Mais comme on a vu, ils ont tous les deux d'incroyables scrambles ultra qualitatifs. C'est impossible de les maintenir au sol. Avec la fatigue qui s'installe, bon, évidemment, de part et d'autre, on pourrait avoir l'argument avec la fatigue qui s'installe, difficile de défendre, de créer des scrambles, de sortir, de se relever. Mais là, j'ai l'impression que ça va être difficile de scorer un takedown et de maintenir l'adversaire au sol. High kick par Yann. Je pense que ça touche quand même la mâchoire de Sandhagen qui fait genre, ça ne lui fait rien. À mon avis, c'est pour pas que les juges marquent trop ça comme une frappe lourde dans ce combat. Et dans ce combat où tout est encore à prendre, je pense. C'est effectivement ce high kick qui est la frappe la plus significative de ce round. Mais le volume va à l'avantage pour l'instant de l'Américain. En tout cas, vu la pression que met Piotr Jan, c'est dans l'intérêt de Sandhagen de gagner significativement en termes de efficient striking et grappling.
Parce que si les juges considèrent que le pied-point c'est égalité, on va venir chercher le deuxième critère pour scorer un round, c'est-à-dire Octagon Control and Aggression, le contrôle de la cage et l'agressivité. Et ça va clairement à l'avantage de Petr Yan. Donc, Sandhagen, il doit rien laisser au hasard. Il doit marquer ses coups ici. J'ai l'impression que le body shot est ouvert. Quelques jabs à la tête suivis d'un body shot, ce serait intéressant du côté de Sandhagen. Mais pour l'instant, Yan suit très très bien les angles de Sandhagen. Il garde Sandhagen dans sa cible de mire. Et il touche, hein, il touche. Pour l'instant, Yan est en direction, je pense, vers le 49-48 à son avantage. Continue la pression. Et Sandhagen qui continue sur le volume. Hein, il veut vraiment faire hésiter les juges sur puissance versus volume. Qu'est-ce qu'on score le plus? Oh là là, j'aimerais pas être à la place des juges pour ce combat. Vraiment, vraiment pas. 10 secondes restantes. Le genou sauté par Sandhagen qui montre qu'il est encore là, qui montre qu'il veut aussi les frappes lourdes. 7 secondes restantes. Qui va marquer les esprits sur le tout dernier? Oh, le spinning wheel kick. Et de nouveau un genou sauté. On cherche les champs shoot à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont offert comme combat? Incroyable. Je m'y attendais absolument pas. Ce spinning wheel kick après 24 minutes et 55 secondes de combat par Petr Yan, beaucoup plus petit que son adversaire, mais merveilleux. Merci pour ce moment historique. Les amis, on a le droit de vivre ça en live sans que ce soit en plein milieu de la nuit. On est encore rempli d'énergie et ils nous ont offert un combat qui est juste... Ouais, je trouve plus les mots. J'ai déjà utilisé magnifique, j'ai déjà utilisé spectaculaire, j'ai déjà utilisé incroyable et tout ça sont des euphémismes. Il faudrait inventer un mot. C'était Yanhagen, Korian, Petr Hagen, je sais pas. J'en perds clairement mes mots et j'essaye d'en inventer. C'était... Ouais, ben Cory Sandhagen, il nous offre 2 combats incroyables cette année. Clairement, 2 combats qui vont faire partie des Fight of the Year contenders. Clairement, avec Max Holloway contre Qatar, on a eu juste tellement de beaux combats cette année, mais je sais pas si c'est le fait qu'on vient de le voir, que c'est en live, que j'ai l'honneur de le commenter, mais on a... Les compétences de ces 2 athlètes, c'est juste hors norme. Et ils sont tous les 2 encore présents, savoir faire des genoux sautés après un combat si intense, savoir faire des spinning wheel kicks après un combat si intense, c'est... Waouh! J'ai hâte de voir la décision. J'ai l'impression qu'on est sur un 48-47 pour Petr Yan. Eh ben, dernier mot de la soirée. Je vais être égoïste. Je vais même pas faire un récap de ce qui s'est passé. C'est juste je crois que c'est un événement historique. On a eu un des plus beaux combats qu'on a eu cette année entre Sandhagen et Yan. Et le moment du main event avec Glover Teixeira qui est champion à 42 ans, c'est oufissime. Donc je vais être égoïste. Je vais juste dire que je suis tellement reconnaissant d'avoir ce taf. Ça me permet de vivre des moments historiques. J'avais commenté l'UFC pendant le Covid, le tout premier avec Ferguson contre Gatch. C'était le seul événement sportif qu'il y avait, donc je suis trop content. Merci à tous ceux qui me suivent. J'espère que la vidéo t'a plu, de voir un peu le backstage, etc. Comment tout se passe. Et j'espère que l'événement t'a plu, mais ça, j'en suis sûr et certain. Donc voilà, moi je vais clôturer là-dessus. Je suis vraiment... Je suis heureux, I'm in a happy place comme on dit. Je filme super mal. C'est mon 2e vlog. Le premier j'avais fait aussi, je commente, je sais plus quel événement. Mais j'avais pas encore vraiment développé ma chaîne YouTube à ce moment. Donc je refais pour tous ceux qui me suivaient pas à ce moment-là. Et je crois que j'avais pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Donc voilà, on verra si on continue. Je me sens pas très à l'aise dans les vlogs, honnêtement. Mais les gens aiment bien ça. Alors dis-moi si t'aimes bien. Si t'aimes bien, like, commente, partage et si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. À très bientôt.